Salut François. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le 5e invité de notre série Le Long Regard. Tu es aussi député de la France Insoumise, élu de la Somme. Tu es journaliste reporter à l'origine du journal Fakir. Tu viens de publier Leur folie, nos vies, la bataille de l'après aux éditions Les Liens qui libèrent. On va y revenir évidemment. Mais d'abord, un mot d'actualité sur ce qui se joue en ce moment aux quatre coins du monde, les manifestations contre le racisme, contre les violences policières. C'est la première bonne nouvelle de ce jour d'après, de ce que tu appelles la bataille d'après? Oui, en tout cas, je pense que c'est une excellente nouvelle que les manifestants se soulèvent contre ça. On ne peut pas vivre dans le déni. Le mieux aurait été que le problème soit résolu par les politiques depuis longtemps et sans qu'il y ait besoin d'une intervention populaire massive dessus. Maintenant, on voit que ça traîne et que c'est pas fait. Donc, qu'il y ait des gens qui disent que c'est pas normal et qu'il y a beaucoup de choses à résoudre. J'entendais hier Jacques Toubon, tu vois, quand même Jacques Toubon le dit et le répète, parce que c'est pas d'aujourd'hui, il le répète depuis des années, qu'une personne typée se fait 20 fois plus contrôler en moyenne qu'une personne blanche comme Pierre ou François, c'est un problème durable dans la société. Donc après, moi, la question, c'est comment on en sort. Tu as publié un rapport d'ailleurs. Oui, j'ai publié un rapport sur le plaquage ventral, mais en fait, que j'avais intitulé « Pour une police de la confiance », c'est-à-dire comment on donne une direction à la police. Quelle est sa tâche? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit dans la société? Et aujourd'hui, ces questions-là, elles ne sont absolument pas posées. C'est-à-dire qu'on est dans un ça va de soi et on laisse la police fonctionner d'elle-même. Et en fait, je crois que pour tout, si jamais il n'y a pas une intervention humaine, une intervention politique, une intervention collective qui vient dire c'est ça qu'on veut, bah, il y a une pente qui mène vers une dégradation, quoi. Et là, il y a une dégradation dans la durée des rapports entre la police et la population. Ça a d'abord été entre la police et la population des quartiers populaires, c'est endémique depuis des années, et ça s'est amplifié et traduit avec la crise des Gilets jaunes qui a conduit à une rupture entre la police et une bonne partie de la société. Quand on regarde, moi, pour faire mon rapport, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux du sociologue Sébastien Rocher. Quand on regarde donc les classements de la confiance dans la police au niveau européen, la France est l'un des pires pays. On a derrière nous la Bulgarie, la Russie et l'Ukraine. Donc c'est problématique. Quand on regarde l'usage qui est fait du contrôle d'identité, la France a un usage tout à fait particulier du contrôle d'identité. Il ne faut pas croire que ce soit partout pareil. C'est-à-dire un contrôle d'identité qui est beaucoup plus massif qu'ailleurs. Il n'y a que l'Espagne, je crois, qui utilise plus le contrôle d'identité que nous. Et un contrôle d'identité qui est beaucoup plus ciblé qu'ailleurs. Donc là, on a deux problèmes. Et en gros, ce qui n'est pas normal, enfin, l'une des pistes pour résoudre, parce qu'il faudrait redonner un sens à la police. Je peux vous dire quel est le sens que moi j'entrevois pour la police, mais l'un des trucs qu'il faut résoudre, c'est que le contrôle d'identité ne soit pas considéré comme un acte anodin. Je pense que même si on a la chance de le vivre bien moins souvent, les fois où, avant d'être député, j'ai pu être interpellé pour un contrôle alors que j'avais le sentiment d'avoir rien fait, ou à ce moment-là, on se vient de se rechercher la faute qui est en nous-mêmes, tu vois, c'est un moment qui est un moment de malaise et où on voit que l'autorité, il y a une très grande autorité en face et qui peut être une autorité arbitraire et qui vous traite mal. Ça m'est arrivé, mais je pense que ça arrive malheureusement pour les personnes qui sont typées de manière beaucoup plus régulière. Ça ne peut pas être considéré comme un acte anodin. Or, aujourd'hui, ça n'est compté nulle part. C'est-à-dire qu'un policier fait des contrôles d'identité et il n'a même pas à en rendre compte à son supérieur quand il rentre au commissariat, comme si c'était un acte anodin, alors que c'est sans doute l'un des actes qui dégrade le plus la relation entre la police et la population. Donc il faut sortir le contrôle d'identité du truc anodin. Après, il y a des tas d'autres réformes à avoir, hein. Il faut une formation dans la police, mais il faut savoir à quoi on veut qu'elle soit formée. Moi, je concluais mon rapport en disant que je voulais une police écologique. Ce n'est pas une police qui utilise des gaz lacrymogènes recyclables ou non polluants. C'est qu'est-ce qui va faire le progrès demain? C'est la qualité des liens qu'on entretient avec nos voisins. Or, ça peut paraître bizarre ou sortir d'une autre planète, mais normalement, la police doit être un instrument du lien, de rétablir du lien quand dans des ménages ça va pas, quand avec les voisins ça va pas, quand il y a un certain nombre de petits conflits, et la police peut le faire des fois, mais ça devrait être au cœur de pour moi, ça devrait être, alors il y a un aspect répressif nécessaire quand il y a des délits qui sont manifestes, et on ne va pas le nier, mais il doit y avoir, et là aujourd'hui, toute la question devrait être côté politique sur comment on rétablit la confiance
entre la police et la population. Est-ce que toi, par exemple, lorsqu'il s'agit de la police, est-ce que tu parles de racisme systémique ou du racisme systémique de l'institution policière? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème avec la France qui a peur d'affronter ou de regarder en face, par exemple, son passé colonial? Moi, je fais très attention aux mots que j'emploie sur ce terrain-là parce que je sais qu'on est sur un terrain qui est hyper inflammable des deux côtés et qu'en gros, ça ne sert à rien. Qu'il y ait des policiers qui soient racistes et même qu'il soit très inquiétant que d'après les sondages, il y ait grosso modo 50% des policiers qui aient voté pour Marine Le Pen. C'est un état de la police qui est inquiétant. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, que dans sa pratique, il y ait du ciblage et donc une forme de racisme, quand on vous dit que c'est 20 fois plus, c'est manifeste. Maintenant, c'est comment on fait pour sortir de ça? Comment on fait pour... là, on voit très bien la pente sur laquelle on se trouve. Comment on fait pour lutter contre cette pente-là? Et tu vois, par exemple, les policiers allemands qui utilisent beaucoup moins le contrôle, ils ont quelque part ce qu'ils appellent de la réflexivité. C'est-à-dire que comment on lutte contre la pente à aller cibler la personne qui est typée. Et donc ça suppose que la formation de policier ne se limite pas à des gestes techniques ou à un savoir-faire légal, mais qu'il y ait une conscience de la place qu'on occupe dans la société, du rapport d'autorité qu'on peut avoir avec les gens ou ne pas avoir, et de ce qu'il faut mettre en œuvre comme retenue en soi quand on aborde les autres. Tu vois, et donc, qu'il y ait la conscience d'un certain nombre de mécanismes sociologiques et tout ça. Et donc là, s'il n'y a pas la conscience de ce mécanisme sociologique, il y a une dérive qui porte à ça. Et le problème, c'est que le politique, qui devrait être l'un des instruments de contrôle de la police, ne joue pas son rôle. Ça fait un certain nombre de ministres de l'Intérieur qui ne donnent pas de direction à la police, qui ne disent pas quelle police ils veulent. En gros, on a eu du temps de la gauche plurielle, donc ça remonte à plus de 20 ans, on nous a dit qu'il faut une police de proximité, et c'était un sens qui était donné à la police. Sarkozy est venu et il a dit qu'il faut de la bâtonite, ça va être la politique du chiffre. La bâtonite, c'est comme ça que les policiers appellent ça, en disant on rentre, on nous demande de cocher et de dire combien de bâtons on a fait aujourd'hui. Et finalement, de manière, on continue d'être là-dedans sans que cette direction-là, elle ait été fixée. Moi, ce que je demande, c'est aux politiques de redonner un cap. Or, le problème aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur est à la remorque de la police. Il ne la guide pas, il est derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu grâce à la police. Et juste quand même sur, est-ce que tu dirais que quand même en ce moment il se joue une prise de conscience? Tu parlais de déni tout à l'heure de la classe politique. Est-ce qu'au moment où il y a eu l'affaire Adama Traoré, où toi tu as été sollicité pour les soutenir et où tu as toi-même reconnu une sorte de maladresse, est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni aussi à ce moment-là? Est-ce que toi-même tu as fait tu as eu une prise de conscience, une évolution intellectuelle aussi sur ces sujets-là? Il n'y a pas de doute. Et je le mentionne dans le début de mon rapport, tout en étant conscient qu'il y avait des violences policières, mais le caractère régulier ou systémique, mécanique de ça, je le mentionne dans l'introduction de mon rapport en disant que j'avais une retenue. D'abord, on doit toujours avoir une retenue quand on a, me semble-t-il, la facilité d'écrire derrière un écran sur un réel où on sait que le policier se retrouve dans des situations qui sont compliquées. Voilà, c'est facile derrière son écran. Donc j'ai eu une première retenue qui a été ça, et une autre retenue qui est que je vois bien, et je veux pas qu'on ait ça. C'est-à-dire, la police, c'est le bras armé de l'État. Je veux pas que comme, tu sais, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, je veux pas que la police serve d'écran aux forces sociales qui se trouvent derrière. C'est-à-dire que quand j'ai écrit un bouquin sur le quartier nord d'Amiens, donc j'ai pu voir ce qui se passait en termes de policiers et la crispation entre, déjà, c'était en 2005, mais la crispation entre les jeunes et la police. Maintenant, j'aurais aimé que les jeunes ils aient la même crispation à l'égard des agences d'intérim, à l'égard des mécanismes qui se produisaient sur la zone industrielle d'Amiens avec la délocalisation des emplois. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et je crains, moi, et je veux pas qu'on ait ça, que la police soit finalement le masque qui empêche d'atteindre le pouvoir économique ou le pouvoir politique. Mais maintenant, il y a un problème aujourd'hui avec quelque part l'autonomisation de ce bras, et ce bras qui est utilisé pour taper politiquement. Donc voilà, il y a un problème aujourd'hui avec le bras.
On clôt, même si on pourrait évidemment, j'imagine, en parler bien plus longtemps, mais l'idée c'était quand même aussi de parler de ce livre que tu as écrit pendant la durée du confinement. Tu commences d'ailleurs ton livre en proposant de tirer les leçons du moment que l'on vit et que sans doute on va encore continuer de vivre. Et tu rappelles qu'avant le Covid, on parlait déjà de réchauffement climatique, il y avait une contestation déjà forte aussi de la question du libéralisme. On parle des luttes de Santiago à la campagne de Bernie Sanders en passant par des associations comme Attac ou d'autres. La prise de conscience aussi du défi climatique et démocratique. Finalement, est-ce que la crise sanitaire n'exacerbe pas justement ce qui existait déjà auparavant ? Est-ce qu'elle n'exacerbe pas cette crise, ce qui existait déjà auparavant, cette critique du libéralisme, cette critique, ou en tout cas la prise de conscience des enjeux climatiques? Même, tu sais, je pense que quand un événement comme celui-là surgit, on pose une crise de lecture qui est déjà préexistante et sans doute qu'un événement de cette nature peut se lire de différentes manières. Je veux dire, par exemple, il y a un siècle, il y avait la grippe espagnole. Personne n'a analysé la grippe espagnole en termes de crise environnementale. Donc, de toute façon, moi, la question, elle est moins la cause de cette crise-là que qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça la question. C'est quand surgit une crise, et quelle que soit son origine, qu'est-ce qu'on va en faire derrière? La crise de 29, ça donne le nazisme en Allemagne, ça donne le New Deal aux États-Unis, ça donne le Front populaire en France. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette crise-là? Je pense que au fond, les premiers moments du confinement, je me demande s'il n'y a pas eu un effet de libération sur plein de gens. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on était comme des hamsters dans une roue qui pédalons, production, consommation, production et ainsi de suite, et tous dans une forme de proximité du burn-out qui me semble être la maladie de l'époque. Alors, burn-out, ça veut dire consomption finalement, consommation de soi-même et de la planète. Et je pense qu'on était pris dans cette mécanique-là. La société elle-même était prise dans cette mécanique-là, que moi je résume en croissance, concurrence, mondialisation, cette espèce de triptyque sacré. Et que là, moi je voyais comment on était en train de foncer droit dans le mur climatique. Alors c'était mon précédent bouquin qui date pas d'il y a si longtemps que ça, et qui disait voilà, il faut appuyer sur le frein, changer de direction. Et en fait, il faut leur piquer le volant des mains parce que jamais ils le feront. Et là, on a un événement qui fait qu'on appuie sur le frein et on est quasiment à l'arrêt. Donc la question, c'est pas pourquoi on s'est arrêté, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va juste remettre la machine en marche, reprendre la même direction et appuyer sur l'accélérateur? Et c'est ma crainte quand même. Est-ce que dans ton bouquin, tu dis aussi qu'il y a beaucoup un problème avec les indicateurs? T'en parles, tu dis qu'on a su, pendant la crise, mettre de côté le PIB, la croissance, tous les petits comptes budgétaires. Est-ce que c'est pas ça le premier enseignement, qu'il faut changer les indicateurs de croissance, de richesse, qui sont complètement obsolètes, et trouver d'autres indicateurs qui seraient des indicateurs de bien vivre, de bonheur, de santé, etc. De toute façon, il faut changer de direction. En fait, mon précédent bouquin était un bouquin sur la crise de sens, c'est-à-dire le hamster là, que je viens de résumer. On sent bien que nos existences n'ont plus de sens. Et maintenant, là, ce bouquin-là pose la question de la direction. Quelle direction on prend collectivement? On n'imagine pas de changer de cap sans avoir la bonne boussole. Donc, il nous faut une autre boussole. La boussole qu'on a, elle est pour moi périmée, c'est-à-dire du PIB, de la croissance, elle est périmée depuis les années 70. Elle est périmée depuis qu'il y a un décrochage entre la productivité, le PIB, et les indices de bien-être. Et ça décroche dans les années 70. Et en gros, c'est quelque chose qui se mesure, quand on regarde les statistiques fournies par l'ONU et tout ça, dans la quasi-totalité des pays, qu'à partir de grosso modo 20 000 $ par tête de pipe de PIB, eh bien, il n'y a plus de conjonction entre le plus égal du mieux. Et en fait, c'est de cette histoire-là qu'il nous faut sortir, et qui est une histoire qui date du 19e siècle, où, depuis le 19e siècle, on a la sphère économique qui domine la sphère sociale, qui domine l'environnement, parce que, en gros, le raisonnement de la sphère économique, c'est le plus va amener du mieux. Et ce qui a été vrai, on peut dire pendant un certain temps, plus de pain, ça a voulu dire mieux manger pour plein de personnes. Et en gros, c'est fini. Cette histoire est finie depuis les années 70. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on aura plus de production, plus de 5G, plus de 6G, plus de frigos connectés, qu'on aura du mieux-être dans nos existences. Donc évidemment, il faut d'autres indices
que l'indice de la croissance. On va revenir en détail justement sur ce que tu viens d'évoquer parce que c'est un des éléments, beaucoup d'éléments en tout cas sont proposés dans ton livre. Et justement, tu parlais de direction. Peut-être tu as lu l'interview de Marcel Gaucher dans Le Monde de la semaine dernière qui dit que la crise du coronavirus montre que nous ne jouons plus dans la cour des grands en France. La France n'est plus ce grand pays. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Et surtout, qu'est-ce qui fait un grand pays? Qu'est-ce qui détermine la puissance ou plutôt le rayonnement d'un pays dans le monde comme la France? Alors moi, je sais ce que je pense être un grand pays. Pour moi, à un moment, on est grand parce qu'on dit non à l'ordre mondial. Y compris des petits pays peuvent se révéler grands parce que quand on a un caillou dans la chaussure, on ne pense plus qu'à ce caillou. Et quand l'ordre mondial, il a un petit caillou, et la France ne serait quand même pas un petit caillou, eh bien, c'est à ce moment-là que, pour moi, on retrouve une grandeur, c'est-à-dire qu'on offre un autre horizon, on allume une lumière dans le tunnel qui permet de se dire qu'il y a un autre choix qui est possible. Mais en tout cas, si c'est être un grand pays, c'est s'inscrire dans la concurrence et la compétitivité sur le taux de croissance par individu, sur la production de nouvelles technologies, et ainsi de suite, je ne suis pas sûr que ça soit ça qu'on mesure un grand pays. Voilà. Par contre, je veux dire, la manière dont nos élites dirigeantes nous ont déshabillés et nous ont mis à poil depuis 40 ans, je veux dire qu'il y a un sentiment de ridicule quand on n'est pas foutu, dans notre pays, de produire des masques et des surblouses. Et là, en effet, c'est lamentable. Mais ceux qui nous ont mis dans cet état-là, ce sont nos dirigeants qui ont fait ces choix-là pendant 40 ans et qui les ont fait de manière consciente, même si maintenant ils appellent ça une folie, et qui continueront de les faire, il n'y a pas de doute. Donc, qui ont tissé comme une toile d'araignée, traité après traité, GATT après OMC, pour nous déshabiller et faire qu'on se retrouve à poil et que les gens ont fonctionné sans masque. Et les surblouses, elles étaient produites par des petites mains. Elles sont encore produites, il faut dire, c'est pas terminé. On est début juin, c'est pas terminé. L'EHPAD que j'ai visité hier de Maran-Pontieux, ils n'ont pas de surblouse. L'hôpital d'Abbeville est fourni par des bénévoles en surblouse. Donc là, il y a un côté ridicule en effet. Juste, tu as dit qu'il fallait que la France réussisse à dire non dans l'ordre mondial, ça c'était quelque chose d'important pour toi, et tu as dit que ça devait être une petite lumière dans un tunnel. C'est important pour toi que la France éclaire ou c'est pas une problématique où on s'en fout? Non, moi aussi, j'espère de toute façon qu'il y aura des lumières qui vont s'allumer. Et si elles s'allument en Espagne, je suis très heureux qu'elles s'allument en Espagne. Si elles s'allument au Royaume-Uni, je suis très heureux qu'elles s'allument au Royaume-Uni. Voilà. Maintenant, moi, je dois œuvrer, et je pense que nous devons œuvrer, pour allumer la lumière dans notre pays. Et la France a une histoire qui peut être faite d'ombre, d'obscurité. Et il y a des moments qui rachètent ça où elle est faite de lumière. On doit s'appuyer sur ces instants de lumière qui parsèment notre histoire. Oui, je pense à 89, je pense à la Commune, je pense au Front populaire, je pense à mai 68. Il y a un certain nombre de moments comme ça où on ouvre des pages d'histoire et qui éclairent. Et quand ça part de France, ça a une résonance ailleurs. Mais je ne veux pas faire le chauvin. Quand l'histoire sociale anglaise est en avance sur l'histoire sociale française, ça ouvre une résonance chez nous. Là, ce qui se passe sur les violences policières, par exemple, ça n'a pas commencé chez nous, les lumières ne sont pas allumées chez nous. Non, maintenant il y avait déjà eu un certain nombre de manifestations pour Adama Traoré qui s'étaient déroulées en France aussi. Mais voilà, quand une lumière s'allume ailleurs, si c'est une lumière, il faut y brandir notre flambeau pour que ça s'allume à notre tour chez nous. Mais moi je considère qu'on a la responsabilité d'allumer quelque chose qui est un chemin d'espérance chez nous, quoi. Un mot sur ta lecture sociale de la société. Tout au long du confinement, on t'a vu échanger, et tu en fais état en tout cas dans ton livre, on t'a vu échanger avec des intellectuels, des hommes, des femmes politiques, mais aussi avec ceux qu'on appelle vulgairement peut-être d'ailleurs les derniers de cordée. C'est eux qui sont le moteur de ton combat. On t'a vu avec les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, les aides-soignantes, les caissières, les ouvriers de Dunlop ou de Cariolis. Est-ce que le Covid-19 a fait ressurgir une guerre des classes ? Pour moi, elle n'a jamais cessé.
Et c'est Warren Buffett qui, à l'époque où il était première fortune mondiale, disait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et il mène bataille après bataille et il les gagne. Voilà, donc sur des petits détails, des petits bouts de loi, de secret des affaires par-ci, de suppression de l'ISF par-là, mais tout ça c'est une guerre des classes. Maintenant c'est quand est-ce que notre camp, les salariés, les ouvriers, les classes populaires vont reprendre conscience et confiance en elles-mêmes pour se dire qu'on peut gagner quelque chose, quoi. Donc voilà la difficulté. On voit bien que de notre côté, c'est comme si on avait des châteaux de sable. On a des trucs qui sont hyper moléculaires et tout ça. En face, c'est des forteresses. Il y a le MEDEF, il y a les médias, il y a tout ça. Eux, ils mènent une guerre de classe. Oui, mais il n'y a pas de doute. Et ils mènent leur savoir, mais ça je l'avais étudié, tu sais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La guerre des classes. Et donc j'avais étudié le langage depuis, quand ils écrasent dans le sang la commune, il le dit qu'ils le font au nom de la concorde sociale. Tu vois? Et en permanence, leur guerre des classes va être habillée, c'est pour la compétitivité. C'est pour la hauteur du pays. Tu vois, ça va toujours être habillé, mais en vérité, c'est une guerre des classes. Parce que quand on a la force des choses, et ils ont la force des choses, ils n'ont pas besoin d'avoir la force des mots. Et nous, on a besoin aussi d'avoir la force des mots pour essayer de rassembler notre camp qui se sent hyper émietté, qui se sent sans force. C'est comment on va trouver le chemin qui redonne un peu de confiance et un peu de conscience en soi. Tu parles de classes populaires. Quelle représentation tu te fais des classes populaires? C'est quoi les classes populaires? Est-ce que par exemple c'est une classe pour soi? Est-ce qu'elle se reconnaît? Ben non, pas du tout. Aujourd'hui c'est tout le problème. Hein. C'est tout le problème. Je veux dire, tu fais l'addition dans la société des ouvriers et des employés, tu es à 50%. Donc voilà, qu'est-ce que c'est les classes populaires? Pour moi, il n'y a pas… En plus, elle n'a pas dans la même direction. Enfin, ils vont pas tous dans la même direction. Non, mais de toute façon, voilà. Mais après, et surtout, il faudrait étudier les divorces. Pour moi, il y a 2 divorces qui font que la gauche est faible aujourd'hui. Il y a le divorce entre les classes intermédiaires et les classes populaires. C'est la mondialisation qui a tracé comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus et qui fait que le taux de chômage est devenu endémique et la menace du chômage encore davantage, le passage par la sous-traitance, la crainte des délocalisations, tout ça hante les classes populaires. Avec la crainte pour qu'est-ce que nos enfants vont devenir et tout ça, voire un malthusianisme qui fait dire des fois il vaudrait mieux pas avoir d'enfants. Et de l'autre côté, des classes éduquées qui s'en sont mieux sorties. C'est pas qu'ils ont adhéré à la mondialisation, mais il y a eu un certain passivisme à cet égard-là. Après, la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des menaces de déclassement, y compris sur la classe intermédiaire, sur les éduqués, qui fait qu'il y a une possibilité de jonction possible? Voilà, c'est un pari. Et après, on est démarré sur les violences policières, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il y ait de cassure interne aux classes populaires entre les enfants d'émigrés des cités et les blancs des campagnes. Entre ceux qui manifestent aujourd'hui contre la violence policière et ceux qui étaient sur les ronds-points des Gilets jaunes. Comment tu tiens ça? Et aujourd'hui, voilà, s'il y a ces coupures-là, on est cuit. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un impensé à gauche sur ce que c'est la classe populaire aujourd'hui? On parle des classes populaires, on parle des catégories populaires, on parle des quartiers populaires. Sans doute un des seuls grands intellectuels qui a pensé la question des classes populaires, c'était Hogarth quand il a publié La culture du pauvre. Est-ce que toi, tu n'as pas un biais dans ta grille d'analyse justement? Est-ce que tu ne te représentes pas le monde populaire comme le monde ouvrier, alors que le monde populaire justement n'est précisément plus ce monde ouvrier? Non, pas du tout, je crois pas. D'ailleurs, regarde le type de profession que je mets en avant. Je fais un rapport sur les métiers du lien qui concerne les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les animatrices périscolaires. Je défends les femmes de ménage. Donc, il ne me semble pas que ce soit vrai. Maintenant, Fakir est né il y a 20 ans parce que je sentais, enfin c'était évident, il n'y avait pas besoin de le sentir, l'abandon par la gauche des ouvriers. Et d'ailleurs, Lionel Jospin qui s'interdisait de prononcer le mot ouvrier. C'est pas parce que tu défends cette classe-là que tu considères qu'elle représente la totalité des classes populaires. Voilà, tu vois. Donc, en revanche, ne pas les laisser tomber. Et ils ont le sentiment, c'était une réalité. On les a laissés tomber sur le plan politique. Le rapport Terranova
avant l'élection de Hollande est tout à fait symptomatique de ça en disant de toute façon, pour récupérer les ouvriers, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place du protectionnisme. Mais comme on ne veut pas faire ça, il vaut mieux les abandonner au Front National ou à l'abstention. Donc, moi, ce n'est pas parce que tu continues à penser qu'il ne faut pas abandonner les ouvriers et qu'il y a la nécessité d'une industrie en France, ça c'est quand même un autre point, que tu assimiles la totalité des classes populaires, dont tu mesures très bien la diversité. Et jamais je n'ai identifié en plus l'ouvrier au seul ouvrier de chez Goodyear, par exemple, dans un truc où il y a plus de 1000 salariés. Et en plus, je suis tout à fait conscient, je ne sais plus qui disait ça, mais que la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été. C'est-à-dire il y a toujours eu une mythologie de la classe ouvrière, et je ne pense pas être habité par ça. En revanche, oui, je suis habité par un désir de communion populaire. Ça, c'est certain. C'est-à-dire d'essayer d'aller m'ancrer en bas, pour ainsi dire, de retrouver des attaches, en permanence ressentir, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est clair. Maintenant, je crois même que par mon travail de journaliste, j'ai vu ce que c'était une TPE et la solidarité qu'il pouvait y avoir, même entre le petit patron et l'ouvrier, enfin, même comment les cotisations sociales pouvaient être vécues comme des charges, y compris par les ouvriers. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce ressenti-là, même, ça peut produire chez moi une confusion plus qu'autre chose, parce que je vois tellement la diversité du réel qu'à un moment, si tu veux agir sur le réel, il faut que tu le rassembles en catégories quand même. Et le risque chez moi est plus le risque d'un éclatement par une multitude de visages et un truc qui ne fait plus sens parce que tu vois toutes les différences qu'il peut y avoir. Et à un moment, il faut quand même essayer de rassembler. Justement, on l'a vu pendant la période du confinement, ça rejoint ce que tu dis, une partie de la population a basculé dans la misère, dans la pauvreté. Est-ce qu'il n'y a pas un grand risque de déclassement, ce que Castel appelait la déstabilisation des stades dans les métamorphoses de la question sociale, d'un grand pan de la société? Est-ce qu'il n'est pas là le principal défi du jour d'après? Alors, tu parles de quelle classe? La paupérisation générale. On a vu qu'il y a une partie de la population qui avait basculé dans la pauvreté, qui n'était pas une population ciblée, ou en tout cas une population connue Même des associations. Moi, je suis stupéfait par les queues qu'il y a dans mon coin quand il y a des distributions de repas. Donc maintenant, je veux apporter une réponse politique. Là, c'est jamais la France n'a été aussi riche. La France est un pays riche. Voilà. Comment? Ça veut dire qu'on doit construire des mécanismes politiques, collectifs, qui font qu'on fait échapper tout un chacun à cette misère. Moi, je dis deux choses. Enfin, pour faire bref, là-dessus, je veux dire, je suis pour que tout ce qui, par exemple, va toucher, impacter c'est un sale mot, hein, tu vois, mais va frapper l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile, zéro licenciement. Zéro licenciement. C'est essentiel. C'est essentiel, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la transition écologique va être vécue comme une menace supplémentaire pour les classes populaires. Donc, s'il y a une baisse de production et qu'il faut peut-être la souhaiter, ça veut dire qu'il doit y avoir un accompagnement social massif par l'État de manière à ce que ça se fasse sans chômage et sans perte de salaire. Mais c'est essentiel sur le plan du symbole à envoyer de dire il n'y aura pas dans ces deux secteurs-là de perte d'emploi. Parce que sinon, c'est une déchirure qu'on va créer sur le plan de la transition écologique. Et ensuite, moi, grosso modo, alors j'ai lu les différentes versions qui existent, mais l'idée qu'on doit y aller vers une souveraineté... On va revenir là-dessus, mais parce qu'on aimerait vraiment qu'on finisse justement sur le volet sur les classes sociales, sur ta lecture de la France. Parce que justement, là, il y a un mot que tu n'as pas utilisé depuis tout à l'heure, c'est le mot peuple. Est-ce que tu penses que le clivage peuple-élite, est-ce qu'il est pertinent et comment est-ce qu'il se combine avec la question des classes populaires dont tu parles? Bon, moi, je suis pour un peuple qui, grosso modo, je pense que la gauche, dans toute son histoire, elle a été forte quand elle a réussi à rassembler classe populaire et classe intermédiaire. La Révolution française, ce sont les avocats qui sont à l'Assemblée nationale et c'est le peuple des campagnes qui fait la grande peur et c'est le peuple des villes qui fait la prise de la Bastille. Bon, et toute notre histoire est faite de ces moments où on arrive à fonctionner sur nos deux jambes. Donc le peuple, pour moi, en tout cas le peuple qu'il faut créer, c'est celui-là. Et je crois en effet que le conflit, la nécessité de conflictualité avec nos élites dirigeantes, voilà, on va se construire contre ça aussi. Le symptôme de ça dans mon bouquin, c'est quand je pars de tous les moments où ils ont construit leur raison
leur rationalité économique, leur rationalisation, et de façon étriquée, en délocalisant et tout ça, et comment il y a eu face à ça le démos, le peuple qui a toujours dit non. À la moindre délocalisation, si vous demandez le sentiment des gens, c'était toujours non. Et ça s'est traduit par le 29 mai 2005, qui doit être un marqueur hein, quand même. C'est les 55% de vote non. Les gens, ils ont dit ce qu'ils en pensaient. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ils ne vont pas y revenir parce qu'on serait à 60%, on serait à 65%. Donc là, il y a une déchirure entre des élites dirigeantes qui continuent à nous entraîner dans la même direction, concurrence, croissance, mondialisation, pour faire bref, et une aspiration à autre chose, qui peut être confus, qui n'est pas simple à définir. Mais il y a dans notre peuple une aspiration à autre chose. Tu parlais de conscience tout à l'heure, justement. Ta collègue Caroline Fiat nous disait lors d'une interview que l'enjeu n'était pas tant le clivage peuple-élite qu'une absolue nécessité de repolitiser le peuple. En gros, de le ramener à votre programme, celui de l'avenir en commun. C'est aussi ce que tu penses ? Je crois qu'on politise le peuple en l'inscrivant dans une conflictualité claire aussi, quoi. Donc voilà, après il faut un débouché positif qui est... Et ce débouché politique, il repose nécessairement sur un conflit de classe d'ailleurs. Le programme politique, le projet politique, il doit reposer sur une logique de conflit de classe. Aujourd'hui, ils ne vont pas céder les manettes tout seuls. Il faut bien voir ça. Sur le plan écologique, ils vont continuer à nous envoyer... Quand on dit qu'il y a des délocalisations à l'autre bout, qu'on entend les lobbyistes du médicament qui expliquent que c'était pour contourner les lois environnementales et que ça faisait du bien aussi de contourner les meilleurs salaires et ainsi de suite. Ils ne vont pas d'eux-mêmes ramener par exemple la production de médicaments ici pour nous faire plaisir. Et ça sera pareil sur tout. Ils ne vont pas décider de diminuer la croissance et de ne plus produire que l'économie des besoins plutôt que l'économie des désirs définie par les industriels et les publicitaires. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y aura du conflit. Et s'il n'y a pas de conflit, il n'y aura juste pas de bataille. Mais ça va être une lutte. Ça va être une lutte contre les médias, ça va être une lutte contre les industriels. Voilà, il va y avoir une conflictualité. Et la haine, elle a disparu de ton... Pardon ? La haine, elle a disparu de ton... Mais moi, j'ai jamais... moi, j'ai jamais été dans la haine. Si tu fais référence à ma lettre à un président déjà haï, qu'est-ce que ça disait ? Ça disait « Je vais dans mon coin, je sens cette haine ». Et le ressentiment, il n'a pas disparu du pays. Et en le niant, en déniant qu'il y avait ça, ça n'a fait que l'exacerber. On peut en faire un moteur politique. Pardon ? Non, la colère peut être un moteur politique. Colère et espoir. Hein, la colère fait les révoltes, seule l'espérance fait les révolutions. Donc, colère et espoir. Ça, c'est un truc où, oui, je crois qu'on doit réussir à transformer, on doit être des alchimistes qui parvenons à transformer la colère en espoir. Et ce n'est pas évident. Alors, parmi les réponses politiques que tu formules, il y a cette idée de rupture. Tu dis qu'il faut prendre des décisions de rupture. D'abord, concernant notre modèle économique, parmi celles-ci, il y a ce que le sociologue Razmig Kocheyan appelle les besoins artificiels. Comment on définit justement ces besoins ? Qui décide ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin ? Est-ce qu'on a besoin de la 6G ? Est-ce qu'on a besoin, je sais pas moi, de l'éclairage nocturne ou des sèche-linges ? Qui décide ça ? La démocratie. Donc voilà, donc c'est la démocratie qui en décide. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est pas la démocratie qui en décide. Mais si demain on demande à tout le monde est-ce que vous voulez la 6G, ils vont dire je pense ouais. Si on dit voilà le coût que va représenter la 6G, et je veux bien le chiffrer, je veux dire aujourd'hui il va y avoir l'installation de la 5G à l'automne, est-ce qu'il y a eu un véritable débat dans le pays pour décider qu'on va installer 4 fois plus d'antennes relais que je ne sais pas combien de dizaines de milliards ça va coûter au pays, alors qu'il y a des endroits qui n'ont toujours pas la 0G, tu vois, qui sont toujours en zone blanche, ou alors il faut aller au cimetière pour capter un petit peu. Donc voilà, qu'est-ce que c'est si jamais on a, je ne sais pas combien de dizaines de milliards ça va coûter, mais si jamais on a ça, est-ce qu'on se dit qu'on veut un hôpital public de qualité, ou bien est-ce qu'on veut la 5G ? Ça, c'est un débat politique. Et je pense que ça doit être débattu politiquement. Et puis après, il y a des manières de trancher. Il peut y avoir l'Assemblée. Moi, je ne suis pas hostile à des formes de représentation. Il peut y avoir du référendum. Il peut y avoir mais il faut mettre une animation dans la société qui font que ces questions-là se sont posées. Aujourd'hui, elles ne se sont pas posées. On est dans un espèce de ça va de soi. Ce que je disais, je pense que mon livre est sur une crise de direction. Quelle est la direction qu'on donne au pays ? Quels sont les enjeux qu'on veut affronter de manière importante demain ? Comment on différencie, oui, une économie du besoin d'une économie des désirs ?
Ça ne veut pas dire que peut-être on élimine toute économie des désirs, mais on la structure d'une autre manière. On peut la laisser à des industriels et des publicitaires, mais encore, on a une économie de besoins d'abord à satisfaire. Enfin voilà. Donc, mais aujourd'hui, il y a une absence de démocratie sur ces questions-là. Pourquoi? J'en reviens à mon histoire. Je lisais le dernier bouquin de Paul Jorion au moment où la crise a surgi. Et c'était une chance, parce qu'il m'a offert une grille de lecture à cette crise, sur la crise de direction. Économie dirigée. Ça ne veut pas dire tout nationaliser, mais ça veut dire qu'on se fixe des buts. On doit être en économie de guerre climatique. Donc ça veut dire de quoi on a besoin dans cette économie de guerre climatique. Qu'est-ce qu'on fait sur les aliments? Qu'est-ce qu'on fait sur les vêtements? Qu'est-ce qu'on fait sur les médicaments? Comment on propulse le capital, l'énergie, les talents, le savoir-faire, la main-d'œuvre? Comment on propulse tout ça vers des buts qu'on se fixe ensemble? Et non pas en laissant ça à la main invisible du marché. Et en fait, c'est un livre contre la main invisible du marché. La folie, c'est la folie de croire que la main invisible du marché va nous amener à produire des masques, des surblouses, des principes actifs, vous voyez ce que je veux dire? Il faut en finir avec la main invisible du marché. Elle ne répond pas à nos besoins. Ça veut dire que pour toi, il faut démondialiser, il faut relocaliser. Est-ce que c'est ça l'enjeu des politiques à conduire demain, à mener demain? Est-ce que c'est cette relocalisation dont tout le monde parle? Retrouver notre souveraineté? Pour moi, c'est un moyen nécessaire, mais ça n'est pas une finalité. J'ai écrit un bouquin entier sur le protectionnisme. Le protectionnisme, la relocalisation, la démondialisation, c'est un moyen. Maintenant, l'important, c'est qu'on se dise quels sont le but qu'on se fixe. C'est-à-dire de quoi on a besoin, de quoi on n'a plus besoin. Et ce n'est pas parce qu'on produira de la merde au niveau local que je serai plus satisfait que si c'est de la merde au niveau mondial, en gros. Mais quand on voit que, par exemple, la Malaisie fabrique 55% des gants chirurgicaux, toi, tu plaiderais pour qu'on puisse en fabriquer en France? Ou est-ce qu'on déstabilise aussi une économie et la question sociale de la Malaisie, par exemple? Non, mais de toute façon, je ne suis pas pour laisser à la main visible du marché le bien-être de la Malaisie non plus. Donc, je suis pour des accords de coopération et des accords de coopération qui construisent du mieux-être en face et qui ne soient pas on va aller exploiter les Malaisiens et on va couvrir ça sous le sceau des bonnes intentions, tu vois. Donc, voilà, je suis vraiment pour qu'il y ait une coopération très forte avec d'autres pays. Maintenant, je ne vais pas te dire que demain, on va produire 100% des gants en plastique. Mais en revanche, peut-être qu'on peut se dire qu'on maintient au moins une base productive dans pas mal de secteurs. De manière à ce que si on a un problème, on est capable d'une transformation et de se remettre à produire ça. Or aujourd'hui, on a détruit toute notre base productive. Je ne te dis pas que demain, on va produire 100% de nos pulls, 100% de nos t-shirts. Il va falloir cibler quels sont les produits qu'on considère comme étant prioritaires. Mais en revanche, avoir sur le plan du textile une base productive minimale pour en cas de pépin, être capable de transformer et d'être, tu vois, ça paraît d'une sécurité minimale. Avec un risque qui est celui de l'augmentation des coûts pour les gens et donc d'une augmentation des inégalités aussi. Non, mais pour moi, ce n'est pas un risque. D'abord, le coût de la main-d'œuvre réelle à l'intérieur d'un produit qui est vendu en supermarché, il est négligeable. Il va être de 1 à 2%. Donc, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Sans doute que ça va aller gratter sur la marge de la grande distribution et tout ça. Et ensuite, il faut voir le volet quand même très positif de tout ça. C'est que on a besoin, ça signifie qu'il va y avoir un relèvement de l'emploi aussi sur ces terrains-là et de l'emploi populaire qui a été complètement cassé pendant des décennies. Donc, de toute façon, ce qui pourrait être un petit peu perdu en termes de pouvoir d'achat, c'est quand même le travailleur qui de l'autre côté va le regagner. Voilà, mais je pense que de toute façon, c'est quand même un principe de sécurité minimale de se dire qu'on maintient une base productive dans tous des secteurs qui sont des secteurs clés, quoi. Mais justement, pour toi, l'interdépendance internationale en matière industrielle ou économique, c'est forcément de la merde? Non, mais vous savez, c'est comme si il y avait d'un côté le libre-échange et de l'autre côté l'autarcie. C'est pas vrai. Pendant des siècles et des décennies, on a fonctionné autrement. Et le protectionnisme, c'est du bricolage au milieu qui essaye de faire de la zone grise et tout ça. En revanche, le projet démiurgique, le projet fou, le projet prométhéen, c'est le libre-échange. C'est de dire zéro taxe, zéro quota d'importation, zéro barrière douanière, zéro régulation du marché. Et ça, c'est une folie.
C'est une folie que de ne plus avoir de règles dans ce marché-là. Donc moi, je réclame le droit au bricolage. Je réclame le droit à des politiques modérées qui permettent, et aussi, vous savez, ce qu'il s'agit de protéger derrière tout ça, c'est la démocratie. Parce que c'est évident qu'il y a eu un dumping social, c'est évident qu'il y a eu un dumping environnemental, c'est évident qu'il y a eu un dumping fiscal. Mais derrière tout ça, l'enjeu, c'est le dumping démocratique. C'est de venir menacer les progressistes en permanence de si vous faites un truc positif sur le plan fiscal, environnemental ou social, on va se barrer ailleurs. On vit dans ce chantage-là. Et c'est le cœur, en fait. C'est par là qu'on est miné essentiellement. Pour moi, c'est par la question démocratique. C'est intéressant parce que tout à l'heure, Pablo a parlé de la question de la souveraineté et tu as répondu question démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion justement dans les termes? On voit bien, on vient de vivre une crise mondiale et à gauche comme à droite, on répond souveraineté. Est-ce que justement la question, c'est pas plutôt la question de la démocratie et est-ce que le risque n'est pas de créer une grande confusion politique dans ce que l'on sait de la souveraineté? Et souvent, la souveraineté, elle est souvent associée à la question de la nation, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Moi, je veux dire qu'en vérité, je pense que pour l'instant, les histoires, elles sont essentiellement nationales. Et encore aujourd'hui. Et que je suis dubitatif sur un projet à 26 au niveau européen et où, main dans la main, on décide maintenant d'aller vers de la régulation à nos frontières, je suis très dubitatif quand je sais que le socle de cette Europe-là a été l'Europe du libre-échange, de la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Que quand on va à Bruxelles, et j'ai écrit aussi un bouquin sur Bruxelles, mais on a affaire à ce qu'un agriculteur appelle les petits soldats de Milton Friedman. Donc voilà, je suis très dubitatif sur ce basculement-là. Donc je crois encore que... Ça veut dire que de qui et de quoi on doit se protéger? On doit se protéger des multinationales. Je veux dire, le combat n'est pas un combat des Français contre les Chinois. C'est un combat des citoyens contre les multinationales qui vont opérer dans un supermarché mondial la recherche des plus faibles coûts de production, des plus basses normes environnementales et des exemptions fiscales. Et c'est de ça dont on doit se protéger. Et aujourd'hui, on a des États qui se font les complices de ça. Et pourquoi tu t'arrêtes à 65 millions de Français et pourquoi tu ne dis pas, bon, on va plutôt prendre, je sais pas moi, 1 million de gens dans le Nord-Pas-de-Calais ou 400 millions d'Européens? Parce que je regarde quand le confinement s'est opéré, les décisions, que tu le veuilles ou non, elles ont été nationales. On peut le regretter. Oui, on peut le regretter, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une histoire. Quand on élit un président, c'est encore au niveau national. Et oui, moi, je pense que l'échelle politique aujourd'hui, ça reste essentiellement l'échelle nationale. Voilà. Après, si jamais demain, il y avait la possibilité, main dans la main, avec les Espagnols, parce que j'en appelle à ça, moi. J'en appelle à ce que, aussitôt qu'on aurait un gouvernement progressiste ici, il aille faire la tournée de tous les peuples d'Europe du Sud, y compris les gouvernements de droite, parce qu'ils sont dans la souffrance, ils recherchent une aspiration, une lumière et tout ça. Donc il y a un devoir d'entraînement. Voilà. Et j'espère que si jamais c'est l'Espagne qui ouvre le premier cette brèche-là, eh bien, ils viendront ici nous chercher et qu'on regardera ce qui peut être fait avec le gouvernement espagnol. Dans la grande confusion que j'évoquais tout à l'heure, on voit émerger des objets politiques non identifiés encore qui vont de Jean-Pierre Chevènement à Philippe de Villiers en passant par le professeur Raoult ou l'ex-insoumis Georges Kuzmanovic. Tout ça sous la direction de Michel Onfray avec son Front populaire. Comment est-ce que tu regardes cette initiative, toi? Diversement. Je vois bien, pour moi, je suis de gauche. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Maintenant, malgré la confusion qu'a opéré depuis 30 ans le vocable gauche quand il s'agit de se rallier pan par pan au libéralisme. Maintenant, je vois bien les aspirations quand tu vas sur les ronds-points de Gilets jaunes. C'est un lieu qui a rassemblé indépendamment des couleurs qui étaient portées à l'intérieur. Le nom de 2005 a été aussi un nom où on n'a pas demandé l'appartenance de ça. Donc moi, je suis pour une aspiration de gauche, mais qui parvienne à rassembler largement, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour
je sais pas, pour gagner, Tu parlais pour redonner tu espoir. parlais d'espoir tout à l'heure, justement. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le problème en fait de notre camp politique? Est-ce que c'est un problème de crédibilité? C'est-à-dire que quand on dit il faut la semaine de 32 heures, interdire les licenciements, etc. Augmenter les salaires, est-ce qu'on ne croit pas? C'est ça le problème? Je pense qu'il y a une partie de ce que vous dites qui est vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de proposer autre chose dans le monde existant. Je veux dire, la logique de marché, la logique du monde tel qu'il existe, c'est d'aller vers un dumping salarial pour être compétitif et ainsi de suite, quoi. Donc, on a à proposer un autre système. C'est difficile à percevoir pour les gens. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, presque on a gagné la bataille de l'hégémonie culturelle sur plein de thèmes. Je l'ai dit, concurrence, croissance, mondialisation, ce sont plus des mots qui font envie depuis longtemps. Relocalisation, solidarité, entraide, ce sont des mots qui peuvent donner de l'appétit. Donc je pense que quasiment sur le terrain de l'hégémonie culturelle, il y a quelque chose qui a l'état latent dans la société et qui demande à être cristallisé politiquement. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est la question de la cristallisation politique. Voilà. Après, c'est pour ça que il y a parfois le discours de gauche, c'est un discours ou écologique, peut être un discours qui propose des finalités merveilleuses grosso modo, on va tous être d'accord sur les finalités, mais sans se donner les moyens et sans dire que, en effet, la relocalisation, elle ne va pas être possible sans, par exemple, sur un des terrains que je connais bien, mais sans des taxes aux frontières, des barrières douanières et ainsi de suite. Et donc, il y a une espèce de non-concrétude, d'abstraction de nos désirs. Voilà. Donc je pense qu'il faut mettre, quand on énonce des finalités, il faut donner à voir les moyens qu'on va mettre en œuvre sur ce chemin-là, quoi. Du coup, tu es un peu plus optimiste que ne l'est la philosophe Chantal Mouffe quand elle dit que ce qu'on vient de vivre ne crée pas un boulevard pour la gauche, mais possiblement crée une voie pour les droites radicales, voire à l'extrême droite. Moi, je crois que ce qu'on vient de vivre ouvre les deux, quoi. La possibilité des deux. Voilà, mais l'histoire, c'est ce qu'en font les hommes. Donc, c'est pour ça. Moi, Justement, c'est quoi la responsabilité quand on sait le risque d'une élection de Marine Le Pen possiblement en 2022? C'est quoi la réélection de Macron? Ou d'une réélection d'Emmanuel Macron? C'est quoi ta responsabilité? C'est quoi la responsabilité de ce camp auquel je pense que tu appartiens, de celui de la transformation sociale et écologique? Il n'y a pas de doute que j'y appartiens. Je vais dire même au-delà de Macron-Le Pen. C'est quelle est notre responsabilité quand on sait qu'on est en train de foncer droit dans le mur écologique? Tu vois, on a tout. C'est quand même incroyable la situation dans laquelle on se trouve. On a les ordinateurs, les modélisateurs, on a tous les scientifiques, on a des géologues, des climatologues. On sait tous, on a tous les chiffres qu'on est en train de foncer droit dedans et on fonce droit dedans. Notre responsabilité, elle est face à ça essentiellement, encore plus que face tu vois, ce qui va se caractériser par le duel annoncé, mais des duels annoncés 2 ans à l'avance, il n'y en a pas beaucoup qui se sont produits tels quels. Maintenant, ma responsabilité, c'est en gros de dire arrêtez vos conneries, quoi. Compte tenu de ça, essayons de dépasser. Arrêtez vos conneries, c'est quoi? C'est dépasser vos différences. Ouais, voilà, quoi. Tu vois, on se met en. Ça veut dire candidature unique, genre de la gauche. Ça veut dire quelque chose? Pas mal. Ça serait pas mal. Moi, j'en appelle à un front populaire écologique, quoi. On le sait bien. Bon, maintenant, on verra bien de quelle manière ça prospère. Mais en tout cas, moi personnellement, je mesure ma responsabilité qui est de continuer à porter ça. Et puis. Une candidature unique de la gauche sociale et écologique. Si possible, ouais. Pourquoi c'est possible? Parce qu'on voit bien toutes les logiques. Je veux dire, le problème, c'est la présidentielle. Là, on se retrouve malheureusement, tous les grands principes qu'on vient d'énoncer, ils se trouvent confrontés à la réalité d'une élection qui est qu'il y a une tête et il n'y en a pas deux. Et ça, c'est le problème. Parce qu'à la limite, on aurait à jouer les législatives avant. Franchement, les 577, on arriverait à se les répartir peut-être et à parvenir, tu vois, à une tambouille. Ça ne marcherait pas partout et puis tout ça, mais on arriverait peut-être à entraîner. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de chances de l'entraîner. On voit bien que l'élection présidentielle peut être de ce point de vue-là une élection mortifère. Justement, c'est ma dernière question pour te mettre en colère. Ouais. Avant-hier, Alexis Corbière a fait part de sa candidature à l'élection présidentielle. Il a aussi évoqué possiblement celle d'Adrien Quatennens. Celle de toi d'ailleurs, il a évoqué, que des hommes au passage. Ça va être quoi la méthode de désignation de celui ou celle qui prendra la place de Mélenchon s'il n'y va pas? J'en sais rien. Aujourd'hui, en toute vérité, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi je sais... Et compte tenu de la responsabilité que tu as évoquée, la responsabilité face aux défis climatiques, face aux défis démocratiques,
S'il n'y a pas une décision prise maintenant, c'est cuit, non, c'est demain. Non, bah, j'en sais rien, c'est pas. Je pense que. Mais non, je pense que t'as dû caricaturer et tordre. Ah, pas du tout. Sévèrement le bateau. Ah non, pas du tout. Il a dit si Jean-Luc Mélenchon n'y va Ah, pas, bah j'y oui, vais. bah d'accord, bon, bah très bien, bon, bah voilà. Toi, tu peux dire la même chose si Jean-Luc Mélenchon n'y va pas, j'y vais. Non, moi, je suis pas. Malheureusement, parce qu'en un sens, dans la position où je me trouve, c'est presque plus un vice qu'une vertu, je ne me sens pas un appétit de pouvoir. Maintenant, je sais quelle est notre responsabilité dans ce moment de l'histoire de l'humanité. Voilà, ça fait des grands mots et tu peux mettre beaucoup de majuscules à tout ça. Mais je sens notre responsabilité dans ce moment-là. J'essaye juste de me hisser à la hauteur de ça, à ma place, tu vois, et en appelant voilà, à ouvrir une issue d'espérance pour les gens sur le plan social et de commencer à prendre une direction qui soit beaucoup plus compatible avec la tragédie qui nous attend. Et sans exclusive à gauche. Il n'y a pas de gauche irréconciliable. Il n'y a pas de gauche irréconciliable. Maintenant, je suis quand même, je l'ai dit, pour une économie qui soit dirigée. Ça ne peut pas être la main invisible du marché qui a été aussi celle qui a dominé à gauche, quoi. Allez, on finit juste en 4 minutes. On fait 4 préjugés, 1 minute par préjugé. Préjugé numéro 1, un député, ça ne sert à rien. Un journaliste, encore moins. Non, je pense que vraiment, les deux servent et peuvent servir grosso modo à la même chose, c'est-à-dire au moins en tant qu'alerte dans la société. Voilà, moi j'essaye d'avoir mes capteurs encore plantés dans la société et de venir donner à respirer. Ce que me disent les gens, c'est vous nous aidez à respirer, c'est un bol d'air et ainsi de suite. Je veux dire, moi j'ai vécu quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, avec le sentiment de ne pas être représenté. C'est-à-dire que quand j'écoutais les médias et que j'écoutais les politiques, j'avais l'impression que personne ne portait ma parole, ne disait grosso modo ce que je voulais entendre. Et les moments où un bonhomme, un Xavier Mathieu, un Serge Halimi, venait porter cette parole-là, c'était comme une respiration. Et donc je pense que, ne serait-ce que sur l'ordre spirituel, il est évident qu'un député de l'opposition ou un journaliste change sans doute assez peu l'ordre matériel. Maintenant, l'ordre symbolique, l'ordre spirituel, c'est pas rien. Et ça aide les gens à vivre, et ça aide les gens à se tenir debout, ça aide les gens à marcher, et ça peut les aider éventuellement à marcher ensemble dans une meilleure direction. Préjugé numéro 2, François Ruffin, quand on lui parle des Noirs, des Arabes ou des musulmans, il a foot. Non, j'avais vraiment foot. Non, je pense que c'est pas juste du tout, même si j'essaye de ne pas appréhender les Noirs, les Arabes et les musulmans par le fait qu'ils sont Noirs, Arabes ou musulmans. Pour moi, ce sont des Français, ce sont des citoyens, même s'ils ne sont pas leur papier d'identité, ce sont des habitants de ce pays et je ne regarde pas les gens à travers leur couleur de peau. Quand je défends les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, je ne me demande pas si elles ont la nationalité capverdienne ou si elles ont la nationalité française et je ne me demande pas quelle est leur couleur de peau. Même si manifestement, quand on voit les femmes de ménage sortir de l'Assemblée nationale, on comprend qui est député et qui est femme de ménage à la couleur de peau. Maintenant, je pense avoir mené des tas de combats pour la justice, au sens propre, c'est-à-dire contre la justice, parfois aussi, avec des gens qui étaient des gens de couleur et sans m'interroger un seul instant sur le fait qu'ils étaient des gens de couleur. Préjugé numéro 3, François Ruffin, il n'accepte pas la contradiction, il transpire la haine de l'autre. Citation de François de Rugy. Je pense qu'au contraire, j'ai un très grand plaisir à la contradiction et au dialogue, qui est rare. Je veux dire, l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de débat, malheureusement. Mais je pense que j'ai un très grand plaisir à ça. Je suis convaincu que la vie politique, on voit qu'elle peut être peuplée de gens qui sont habitués du monologue et qui construisent des systèmes. Je ne suis pas un homme de système et de monologue, je suis de l'école de Mikhail Bakhtin qui était un sociologue, bon, pour faire savant, de la langue, un linguiste russe, et qui était pour la polyphonie et pour le dialogisme. Et je suis convaincu que en fait, mes idées, en permanence, elles naissent de rencontres avec les gens et de discussions avec les gens, comme deux pierres
qui se frottent pour faire des étincelles et faire du feu. Et que quand je suis laissé à moi-même, j'ai très peu d'idées, très peu d'étincelles et je produis pas beaucoup de feu. Donc voilà. Préjugé numéro 4. François Ruffin est un bourgeois qui se la joue prolo pour passer à la télé et devenir président de la République. Moi, je connais, je me fais mon auto-analyse de classe. Je sais de quand datent mes racines populaires, et elles ne sont pas lointaines. Je sais que j'ai eu une éducation petite bourgeoise et je me suis toujours défini comme étant un petit bourgeois. Maintenant, notre force, je me souviens d'un jour où j'étais à Bourg-en-Bresse, alors ça voulait dire, il y avait un foyer de vie qui fermait, donc peuplé par exemple d'un camionneur qui était devenu fou parce qu'il conduisait tellement qu'il voyait des fantômes surgir sur la route, d'une femme qui était battue par son mari et qui s'était réfugiée là, d'un jeune travailleur qui s'était paré de chez ses parents parce qu'il était homosexuel et qui était parti dans ce foyer-là, et le foyer devait fermer à Bourg-en-Bresse, et c'était le jour des vœux, j'arrive à la préfecture, et donc il y avait les notables qui rentraient dans la préfecture, bien habillés. En face, il y avait des gens qui avaient mis leur tente pour protester contre la fermeture du foyer de vie, que je viens de vous décrire. Et au milieu, vous aviez les éducateurs, et dont un qui jouait de la guitare. Je me souviens me dirigeant vers lui et qui lui disant bah alors bon, vous êtes là, vous jouez de la guitare et vous mettez des tracts. Bah oui, moi je suis au milieu. Et moi, étant au milieu et ayant reçu une éducation, j'avais le choix. Je pouvais être à l'intérieur et je pouvais aller bouffer des gâteaux à l'intérieur avec les autres. Et moi, j'ai fait le choix d'être avec eux. Et je peux dire que de la même manière, j'aurais pu me mettre en effet sans doute au service de la communication de LVMH et que ce n'est pas le choix que j'ai fait dans mon existence. Merci beaucoup François. Merci. Merci à vous.